Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Emilio. Je vous fais une petite vidéo là pour vous donner des nouvelles. Ça fait quand même quasiment 3 mois là que j'ai pas posté de vidéo, ouais c'est ça. Donc je vais vous raconter ce que je suis en train de vivre dans ma vie en perso. Parce que je suis en train de traverser des trucs assez inhabituels. T'as peut-être un petit indice là, regarde. Je te spoil, hein, je me suis fait tirer un chicot. Le voici, et même plus. Je t'explique dans un instant. Et je vais aussi te parler de la suite de cette chaîne YouTube, l'avenir de ma chaîne. Qu'est-ce que je compte faire dans les prochains mois. Donc on va discuter de tout ça tranquillement. Et on va commencer par les dents. Qu'est-ce qui se passe avec la dentition d'Emilio? Moi, ça faisait, je crois, allez, 5 ans peut-être, même plus. J'arrive même plus à me souvenir le nombre d'années exactes pendant lesquelles je n'étais pas allé chez le dentiste. Vraiment, pour moi, c'est pire que les araignées, que les serpents. Enfin, c'est vraiment ma pire phobie. Rien que l'image de, tu sais, l'espèce de petit crochet pointu avec lequel il va venir te gratter là, sous la gencive. Rien que cette vision-là, ça me donne des cauchemars. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ignoré le problème. J'ai fait une erreur, hein, clairement, c'était ma connerie. C'est d'avoir procrastiné le dentiste. Et quand j'ai raconté ça à ma copine, elle m'a dit « Mais t'es fou, Emilio, il faut que tu ailles faire le soin annuel. Tu sais, il y a un check-up annuel normalement que tu dois faire pour vérifier que tout va bien et pour nettoyer, parce que tu sais, il y a la plaque dentaire qui s'accumule. Il faut nettoyer, faire un détartrage. » Mais ça me faisait tellement flipper que je me disais « Si je me brosse bien les dents, peut-être ça va le faire. » Voilà, et je me brossais vraiment bien les dents, hein. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Ce que j'ai appris en allant donc chez le dentiste, j'y suis allé à contre-cœur. Bon, je me suis dit, c'est pas si terrible, il va juste regarder et ça va aller, et comme ça je serai rassuré. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, dès que le dentiste a ouvert ma bouche pour regarder, a commencé à bidouiller un peu, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai compris au ton de sa voix, à comment il communiquait avec l'assistant dentaire, en thaïlandais en plus, j'habite en Thaïlande. Mais je comprenais direct qu'il y avait des dégâts, quoi. Donc après, il m'a envoyé faire une radio. J'ai fait la radio, on a vu les résultats, et bon, moi je comprenais rien, je voyais juste le truc de rayon X là. Mais ce que m'a dit le dentiste, c'est qu'il fallait arracher entre 5 et 6 dents, et peut-être même 7. C'est ce qu'il m'a dit. Et alors moi, quand j'ai entendu ça, tu sais, j'ai bugué. Comme si, tu sais, comme dans les films, des fois, tu as une scène où tu as le personnage, il y a une espèce de sifflement, et tu as les gens qui lui parlent, mais la voix est tout étouffée, et lui, il est dans sa tête, il est dans son monde, là, il est déconnecté. Et moi, j'étais comme ça, déconnecté. On me parlait, le dentiste, il me parlait, il me disait, alors voilà, le traitement qu'on va faire, première étape, deuxième étape. Moi, j'entendais rien. J'étais complètement sidéré. Je suis un putain de merde, c'est pas possible. Donc, je vais vraiment devoir me faire arracher. J'arrivais pas à accepter cette réalité, en fait. Je ne voulais pas. Parce qu'encore une fois, bon, tu peux peut-être te dire, Emilio, t'es une poule mouillée. Chacun a ses phobies, hein. Moi, c'était le dentiste. Et vraiment, j'ignorais ce problème. Je planquais le problème sous le tapis en me disant, peut-être que je n'aurais jamais affronté ça toute ma vie. C'était une erreur. Je me suis évidemment dit, peut-être que ce dentiste est un charlatan, même si c'était une clinique très réputée. On va aller voir d'autres dentistes, ce que j'ai fait. Et malheureusement, ils m'ont confirmé la même chose. C'est que j'ai une maladie des gencives qui s'appelle la parodontite. C'est une maladie assez grave, hein. Surtout que dans mon cas, j'ai 29 ans aujourd'hui et pour mon âge, elle est anormalement développée. Normalement, le dentiste m'a dit que la parodontite que j'ai, c'est la parodontite de quelqu'un qui a 40 ou 50 ans. Certainement pas dans la vingtaine. Et regarde, je t'ai ramené des vestiges. Donc là, on a la petite incisive de devant. Et là, on a la numéro 46, la grosse molaire. Parce qu'en fait, attends, je t'ai pas dit, je raconte un peu mon histoire dans le désordre. Mais là, à l'heure actuelle, je m'en suis fait tirer 3. Une ici et les 2 là, dont celle-ci. C'est quand même balèze, hein, je te la montre un peu plus près pour que tu vois. Ça veut dire que le truc, il était comme ça. Là, tu me vois en mode rayon X, et l'autre, elle était là. Donc, tu vois, c'est bien profond. Je t'explique qu'est-ce que c'est que la parodontite. Donc, en gros, on a la dent ici. Et donc entre la racine de la dent et la partie intérieure de la gencive, en fait j'avais du vide, il y avait un espace. Et dans cet espace forcément se logeait la plaque dentaire et il y avait toute une prolifération de bactéries, c'était infecté. J'avais les gencives infectées à l'intérieur. Moi j'en savais rien parce que je le voyais pas, je le sentais même pas d'ailleurs, j'avais pas de douleur. Mais voilà, il y avait toute cette partie-là en fait était infectée et on voyait bien avec la radio qu'il y avait un trou. Et ce qui se produit dans ces circonstances, c'est que l'os de la mâchoire se dissout lentement. Parce que je sais pas, il y a une réaction acide, un truc comme ça, enfin, les dentistes qui me regardent pourront confirmer. Mais voilà, il y a une rétractation de l'os et par endroits, et notamment ici, sur la mâchoire inférieure, j'ai déjà perdu entre 30 et 40% du volume osseux. Et c'est assez alarmant, surtout à mon âge. Ils m'ont dit que, voilà, à mon âge, c'est pas normal. Et que les dégâts étaient assez catastrophiques.
Donc c'est mon pire cauchemar qui se réalise quand j'apprends ça. Je vais devoir affronter ma phobie du dentiste. Je vais devoir me faire tirer entre 5 et 7 chicots. C'est pas juste un, c'est entre 5 et 7, putain. C'est beaucoup. Dont des molaires, les dents de sagesse, je ne les ai pas encore enlevées. Ça viendra peut-être plus tard, ça. Et écoute, ça m'a travaillé pendant un temps. Je t'avoue que j'essayais de ne pas trop y penser. Je faisais de mon mieux pour me concentrer sur le travail. Mais j'avais toujours cette ombre au-dessus de ma tête de me dire, putain, il va falloir que je planifie l'opération, l'extraction de la dent. Et j'ai pas envie, j'ai trop peur de ça, vraiment. Hein. Mais j'avais pas le choix. À aucun moment, je ne me suis dit, je vais faire comme si de rien n'était. Je suis pas con non plus. Ça a été, disons, le coup de massue qui m'a fait réaliser que planquer les problèmes sous le tapis comme ça, c'était peut-être pas la meilleure solution et que maintenant, je dois ramasser les pots cassés, comme on dit. Je dois payer les conséquences de ma négligence des 5 à 10 dernières années où je n'ai pas pris soin de ma dentition. Enfin, j'en ai pris soin en me brossant les dents, mais je ne suis pas allé chez le dentiste. Et donc, la première extraction, ça a été le 28 mars dernier. Donc, j'ai enlevé cette molaire-là. Je crois que c'était celle-là, justement. Voilà, la maximolaire. L'autre, je l'ai pas, en fait, elle est cassée, elle est en plein de petits morceaux. Mais celle-là, tu vois, c'est un beau vestige. Un beau vestige, une relique totalement intacte. Donc je me fais tirer celle-là le 28 mars. Je suis complètement en panique. Je sais pas à quoi m'attendre. En fait, ce qui est le plus anxiogène, c'est l'inconnu. C'est que t'es là, putain, je vais me faire arracher un morceau de moi. C'est un morceau de ton corps, quoi, une dent. Il te suit depuis que tu as perdu la dent de lait et qu'il y a une dent définitive qui est poussée. Ça fait quasiment 20 ans là, que cette dent elle est dans ma bouche et là on va me l'arracher. Ça fait bizarre d'un point de vue symbolique. Et surtout je ne sais pas comment je vais récupérer, est-ce que ça va me faire mal, etc. Et donc je fais cette opération, j'étais en panique totale dans ma tête et au final je n'ai rien senti du tout. Je n'ai rien senti du tout. Le seul truc que j'ai senti c'est l'aiguille parce que tu sais on te fait une anesthésie. Et d'ailleurs, putain, je me suis dit à plusieurs reprises, heureusement que j'habite au 21e siècle, hein, quand on a des techniques quand même avancées en termes de soins dentaires. Parce que si on était au 18e ou au 19e siècle, ou même au 20e siècle, putain, je pense que j'aurais bien douillé. En réalité, je n'ai même pas été capable de dire quand est-ce que la dent avait été extraite. Parce que la dentiste, elle m'a mis un espèce de bandeau sur les yeux. Je sais pas s'ils font ça en France, en Thaïlande, ils te mettent un truc sur les yeux pour pas que tu vois. Et je sentais qu'elle tirait, je sentais de la pression dans la mâchoire, mais j'étais incapable de dire, mais attends, est-ce qu'elle a tiré ou elle a pas tiré là? Je sentais rien. Et après, elle m'a dit, c'est bon, c'est fait. Et je dis, putain, ok, cool. Et j'étais quand même sous le choc parce que ça m'a pompé une énergie mentale. J'ai réalisé après coup que le dentiste, c'est peut-être 1% de douleur physique et 99% d'anxiété et d'inconfort. Mais c'est vraiment que ça, de l'anxiété et de l'inconfort. Au niveau de la récupération, les jours suivant l'extraction, j'ai eu 0 douleur. Ils m'ont filé des cachets, des antidouleurs. J'en ai pas pris un seul. Par contre, j'avais plus qu'un seul côté pour mâcher, vu qu'il y avait un trou béant dans un côté de ma mâchoire. Et est venu ensuite le mois suivant le moment d'arracher la deuxième. Donc exactement la même molaire en symétrique. Là, ça a été beaucoup moins anxiogène parce que je savais à quoi m'attendre. En fait, c'est vraiment la première fois que tu le fais, c'est là que l'anxiété est à son paroxysme. Mais une fois que tu l'as fait une fois, c'est bon, tu sais ce que c'est, tu sais que t'as pas eu mal la première fois, la deuxième fois, a priori, ça va bien se passer. Donc forcément, le niveau d'anxiété était bien divisé par 3 ou 4. Encore une fois, j'ai pas eu de douleur, même les jours qui ont suivi. Mais pour manger, maintenant j'avais un trou de chaque côté, donc j'étais obligé de développer des stratégies pour mâcher. Tu vois peut-être que là, regarde, il me manque la molaire et donc je suis obligé de mâcher avec ces dents-là, quoi. Et c'est pas des dents qui sont faites pour la mastication. C'est bien pour déchiqueter, mais après pour mâcher, ça prend du temps, c'est plus compliqué. Donc je me suis retrouvé, je crois, la première semaine, je mangeais des choses molles, beaucoup de purée, beaucoup de gnocchi, beaucoup de soupe, des choses comme ça. Et ça prenait un temps fou, je mettais 3 fois plus de temps pour finir mon repas. Donc ça demande une précaution particulière, cependant, c'est bien moins pire que ce que j'imaginais. Et celle-ci, celle-là c'est la plus facile, hein, tu vois, elle est là. Elle est beaucoup plus petite, l'extraction, vraiment j'étais complètement détendu pour l'extraction. Celle-là je l'ai enlevée il y a à peu près un mois, je dirais, peut-être un peu moins. C'était le mois dernier, au mois de juin. Et vraiment, mais là j'étais détendu, comme sur une chaise de massage, quoi. Je m'allonge sur le billard là, du dentiste, et j'ouvre ma bouche, je fais vas-y fais ton taf. Moi, je pense à mes trucs. Je lui ai laissé faire son boulot, et puis après, voilà, je rentre chez moi. J'ai la dent dans mon petit sachet. Et alors, il m'a donné un truc, je vais le chercher, je vais te montrer. Voilà, donc en fait, il m'a donné ce truc-là, le dentiste. C'est un peu dégueulasse, excuse-moi. Hein. C'est vraiment moche, mais c'est du plastique, hein. C'est juste du plastique. Et tu vois, il y a une reproduction de ma dent. En fait, ils m'ont fait un moulage, et c'est exactement la même, mais en fake. Et ça, je peux le mettre. Regarde, tu vois le trou là. Si je le mets, ça fait ça.
Voilà, donc là, on dirait que j'ai une dent, alors que... Mais ça fait bizarre, j'aime pas trop ce truc-là parce que j'ai l'impression que je parle comme un abruti parce que je zozote un peu. Parce que ma langue n'a pas tout l'espace qui lui est d'habitude alloué pour prononcer les syllabes qui sont requises pour la langue française. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que je parle d'une manière un peu étrange. Franchement, là, je le mets pour la démonstration, mais d'habitude, je le mets jamais. Je vais le mettre là dans 2 semaines parce que j'ai un rendez-vous business avec des banquiers pour faire professionnel, mais sinon, je le mets jamais au quotidien. Fuck le regard des autres, je m'en fous, voilà, j'assume. Ça me donne un style de pirate. Donc écoute, voilà où j'en suis. Quelle est la suite? C'est pas fini. Je vais maintenant me faire poser des implants. Le mois prochain, celle-ci, on va la remplacer par un implant. Et ça, je t'avoue que comme je l'ai jamais fait, ça me fait quand même un peu flipper parce que j'ai vu la taille de la vis. Attends, j'ai cette image du dentiste qui arrive avec sa perceuse. Il arrive dans ta mâchoire avec une vis, avec sa perceuse, comme ça. Cette image m'angoisse. Cependant, sous mes posts dans lesquels j'avais expliqué un peu mes galères dentaires, beaucoup d'entre vous m'ont dit moi j'ai fait un implant et j'ai rien senti. Et franchement, je vais bien le croire parce que aujourd'hui, voilà, je me suis fait arracher 3 dents. J'ai fait aussi le nettoyage en profondeur, tu sais, où il va avec son espèce d'outil qui fait un bruit strident. Là, il va te nettoyer sous les gencives pour virer la plaque. Ça, je l'ai fait aussi sous anesthésie, mais j'ai pas eu mal, j'ai rien senti. Donc, je veux bien croire à ce stade qu'il n'y aura aucune douleur pour les implants. Même si c'est pas encore terminé, je pense qu'aujourd'hui j'ai vaincu la phobie du dentiste et ça c'est une grosse victoire pour moi. Vraiment, c'était une angoisse au point que je néglige ma santé dentaire pendant toutes ces années. Même mettre les pieds dans un cabinet dentaire juste pour regarder, je voulais pas. Maintenant, c'est bon, vas-y, charcute-moi les dents, j'en ai rien à foutre, je pense à mon business en même temps, tu vois, j'en ai plus rien à foutre. Voilà à quel point mon état d'esprit a évolué en quelques mois. Et donc c'est cool, ce qui ne te tue pas dans tous les cas rend plus fort. Je fais un petit message maintenant de sensibilisation parce que j'ai vu quand j'ai fait mon post texte là, dans lequel j'ai parlé de ça, j'ai vu que bon nombre d'entre vous avaient la même phobie que moi du dentiste. Et certains m'ont dit ok, je vais aller voir le dentiste parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose. Ce qui est compréhensible. Donc voilà, les amis, s'il y en a parmi vous qui ont la phobie du dentiste, comme c'était mon cas à l'époque, c'est ok, je vous comprends, hein, franchement j'étais comme vous, mais ne planquez pas le problème sous le tapis. Si vous y allez maintenant, peut-être qu'il va juste regarder, vous allez voir, c'est pas si terrible que ça, et vous allez voir de toute façon vous n'allez pas avoir mal, rien du tout. Et surtout ça va vous éviter de vous retrouver comme moi, peut-être dans 4-5 ans ou dans 10 ans, à devoir vous faire tirer des chicots et mettre des fausses à la place. Ça coûte une blinde, hein. Je vais vous faire des économies là. Donc voilà, fermeture de la parenthèse par rapport à mes péripéties dentaires. Vous me verrez peut-être bientôt avec un joli implant ici, ou peut-être que je vais garder le trou, je sais pas, en mode pirate. Dites-moi si ça fait un style ou si je dois mettre un implant. Dans tous les cas, je vais mettre au moins un plan là parce que c'est trop chiant pour manger, avoir un trou de chaque côté. Vraiment, je me rends compte à quel point l'évolution a bien fait son travail en nous donnant des molaires. Les molaires, c'est tellement utile. Et quand on en a depuis toujours, on se pose pas la question, on se dit bah voilà c'est normal. Mais quand on te les enlève, tu te rends compte à quel point c'est utile. Donc maintenant on va parler de ma chaîne YouTube, de l'avenir de mon contenu, de ma présence sur internet. Je sais pas depuis combien de temps toi tu me suis là derrière ton écran. Moi, je fais des vidéos depuis 2016. Je commence à être un dinosaure dans ce game. J'ai parlé beaucoup de productivité, d'habitude, de bien-être, un peu de spiritualité. J'ai parlé d'investissement en bourse. J'ai parlé de business en ligne. J'ai parlé de création de contenu. J'ai parlé de prise de notes. J'ai parlé de musculation. Et probablement d'autres que j'oublie. J'avais même fait à l'époque une chaîne sur la santé, pour ceux qui se souviennent. Bref, je suis quelqu'un de naturellement curieux, je suis ce qu'on appelle un polymathe. En ce moment, je lis la biographie de Léonard de Vinci, qui est en quelque sorte le pape des polymathes. Il s'intéressait à tout. Et moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Je vais vraiment m'intéresser à fond à un sujet pendant plus de quelques mois. Au bout d'un moment, je vais m'intéresser pour autre chose, puis autre chose. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu fais des connexions entre tous ces sujets et tu développes une vision du monde unique. Et ça, c'est un modèle dont j'ai parlé récemment dans mes posts textes, pour ceux qui les ont vus, c'est le modèle du synthétiseur. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, j'ai créé un petit cours gratuit dans lequel je vous explique tout ce modèle de comment devenir créateur de contenu sans avoir de niche, sans avoir une expertise en particulier, mais plutôt en explorant sa curiosité, ce que j'appelle le modèle du synthétiseur. Si ça vous intéresse, regardez le premier lien en description, vous aurez toutes les infos. Mais toujours est-il que
J'ai exploré plein de sujets au cours des années. Fin 2022, tu sais, j'ai complètement explosé avec mes vidéos shorts. J'ai fait 150 millions de vues, un truc comme ça, en l'espace de 6 mois. Et suite à cette période-là où j'étais complètement viral dans tous les sens, ça explosait. Moi-même, je ne me serais jamais attendu à des résultats aussi insolents. Pendant que je faisais mes shorts, j'étais dans le feu de l'action, j'étais à fond, j'étais là en mode shot de dopamine tous les jours. Putain, le truc, il a fait 1 million de vues hier. Mais au bout d'un moment, j'ai pris du recul, j'ai fait une pause, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire de la viralité, à faire des shorts qui tapent des millions de vues? Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que le but final, c'est toujours plus de croissance, toujours plus de vues, toujours plus d'abonnés? Il y a un truc qu'on ne voit pas quand on est du point de vue du spectateur sur YouTube et sur les autres réseaux aussi, hein. C'est que plus ton audience augmente, plus la qualité, entre guillemets, de celle-ci se détériore. C'est-à-dire que si tu veux faire énormément de vues, tu vas forcément aller devoir taper des sujets mainstream, du style Game of Thrones ou le Nutello. Mes contenus qui partaient viral, c'était ça, hein. C'était des sujets un peu médiocres, quoi. Les tartines au Nutello le matin, ouais, bon, voilà. Forcément, t'es obligé d'aller parler à la masse quand tu veux faire beaucoup de vues, quand tu veux continuer de croître. Moi, j'ai jamais été youtubeur, hein, même si je fais des vidéos, mais mon métier, c'est pas ça. Je suis plus créateur de contenu, après je vends mes cours en ligne, je suis plus entrepreneur, infopreneur, formateur, tout ce que tu veux, mais je suis pas youtubeur, ça m'intéresse pas. Il y a eu évidemment une période dans laquelle j'étais pris dans cette rat race du créateur, où je voulais faire beaucoup de vues, j'allais regarder un peu ce que faisaient les Américains pour voir comment je pouvais reprendre leurs concepts, les importer en français à ma sauce, tu vois. Aujourd'hui, vraiment, mais j'en ai plus rien à foutre. Et tu le vois d'ailleurs, la qualité 720p de cette vidéo. Enfin, je sais pas si c'est 720p, mais c'est la caméra frontale de mon iPad. Je me suis même pas fait chier à installer la caméra. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça ne m'anime plus de faire des vidéos pour la performance. J'ai plus envie de jouer à ce jeu. J'ai plus envie de jouer au jeu de celui qui fait le plus de vues, de celui qui a la miniature la plus flashy. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Regarde, aujourd'hui, quand tu rafraîchis la page d'accueil de ton YouTube, putain, les miniatures, on dirait des affiches de cinéma. C'est un truc de fou. Maintenant, il y a même un métier qui s'est créé, c'est Minia Maker. Parce que si t'as pas un Minia Maker professionnel qui va te faire des miniatures qui brillent dans tous les sens, avec des effets, avec des machins, bah, t'es plus dans la compétition. Maintenant, il faut carrément prendre une équipe pour faire tes miniatures. Et attends, c'est pas tout. Maintenant, il faut aussi split tester des miniatures. C'est-à-dire qu'il faut plus faire une miniature, mais bien en faire 3 pour voir laquelle sera la plus performante. En fait, YouTube, ça se professionnalise tellement. C'est plus juste un endroit pour les gens qui veulent faire des vidéos, quoi. J'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, si tu joues à ce jeu-là, il faut aussi devenir un marketeur, il faut aussi mettre du budget pour avoir un studio professionnel. Regarde tous les podcasts qui marchent bien en ce moment. Combien ça coûte le matos qu'ils ont là-dedans? Moi, j'ai pas envie de faire ça. C'est même pas tant investir, ça me dérange pas d'investir pour faire du bon contenu, mais j'ai pas envie de me faire chier avec 5 micros, 3 caméras qui filment en 4K, avec des tables, avec des cartes son et des câbles dans tous les sens, des éclairages de studio. Putain, mais rien que pour mettre en route le matos, ça prend 2 heures. Bon, après, c'est même pas toi qui le fais, c'est une équipe. Ça aussi, il faut le déléguer. Moi, ça me désole un peu, ça. Comme je te l'ai dit, je suis pas youtubeur. C'est pas mon kiff de faire des jolies vidéos. Moi, je suis là pour partager des connaissances. Je suis là pour transmettre un message. Je suis là pour connecter avec des gens, pour qu'on puisse discuter, échanger. Je suis pas là pour vous balancer des qualités de production dignes d'un studio d'Hollywood dans la gueule, qu'on soit clair. Et même moi, j'aime pas ça. Je préfère les créateurs, disons, un peu plus authentiques, bruts, qui vont se filmer en 720p avec la caméra dégueulasse de leur téléphone. Moi, ça, j'aime bien. Et je préfère ce genre de contenu que les grosses productions avec un investissement de 15 000 € pour du matos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment pas envie ni de faire la compétition avec tous les petits jeunes qui arrivent et qui jouent avec les codes de la plateforme. Très bien, j'ai rien contre ça, mais moi j'ai pas envie de jouer sur ce terrain-là. Je vais faire mes vidéos sans m'embêter et j'ai pas non plus envie de tapiner pour l'algorithme. Moi, quand je me suis lancé à l'époque, les followers, ça avait encore un sens. Les gens abonnés à ta chaîne allaient vraiment voir tes vidéos. Aujourd'hui, être abonné, ça ne veut plus rien dire. C'est pas parce que quelqu'un est abonné à ton compte que l'algorithme va lui montrer. On est entré dans un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus algorithmique. Tu n'es plus en concurrence juste avec les autres créateurs auxquels ton audience est abonnée, mais bien avec toute la plateforme. Et même avec les créateurs qui font du contenu complètement différent. En réalité, tes concurrents, si je sais pas, toi tu parles
je sais pas, tu parles de jardinage, ok, tu fais du contenu sur le jardinage. Ton vrai concurrent, c'est pas l'autre bougre qui parle de jardinage, parce qu'en vrai, lui, il t'aide, il contribue à l'essor de ta thématique en poussant plus de gens à s'intéresser au jardinage. Donc lui, c'est plus ton allié, mais ton vrai concurrent, c'est qui? Ton vrai concurrent, c'est le YouTuber gaming, c'est le YouTuber qui parle de science, c'est le YouTuber qui parle de business. Vous êtes tous en compétition, et ce qui fait que c'est pas parce que tu as des abonnés que tu vas faire des vues. En fait, si du jour au lendemain, tu te dis j'arrête de tapiner pour l'algorithme, c'est-à-dire j'arrête de faire des miniatures avec des têtes choquées comme ça. T'as vraiment l'air d'un con. Moi vraiment, j'aurais l'impression de pas me respecter en faisant ça. Quand je les vois tous, avec respect, tu vois, j'ai rien contre les gens qui font ça, mais je me dis putain, ou même chose au niveau du watch time, où il faut que ça bouge maintenant, même sur les vidéos longues maintenant, on va te mettre des sous-titres des fois, parce qu'il faut absolument garder l'attention des zombies complètement accros à leur téléphone, il faut garder leur attention jusqu'à la fin. Et si tu ne rentres pas dans ces règles, si tu refuses de te soumettre à ces dogmes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu es puni. Tu es puni par l'algorithme. Même si tu as 1 million d'abonnés, bah, ta vidéo que tu fais un peu à l'arrache comme ça, elle va faire 10 000 vues. Vraiment, et ça je le vois encore plus par exemple sur Twitter, sur TikTok aussi beaucoup, mais comme j'ai fait du Twitter récemment, je l'ai beaucoup vu, tu as des comptes, alors peut-être que c'est des faux abonnés, je sais pas, mais ils ont du 50 000, 100 000 abonnés, et leur tweet, il y a 3 likes, il y a 3 pélos qui ont appuyé sur le bouton, alors qu'ils ont 100 000 abonnés. C'est quoi ce délire? En fait, aujourd'hui, le follower en tant que concept, c'est mort, ça n'existe plus. Il y a une seule exception à cette règle, c'est sur les canaux de communication non algorithmiques. Et ça, il y en a 2 principaux, c'est la liste email, donc newsletter, et Telegram. Telegram, j'adore, j'ai un canal Telegram d'ailleurs, je vous le mets là si vous voulez, ou je mets le lien en description aussi. Si vous voulez le rejoindre, ça c'est cool parce que les gens voient vraiment ce que le créateur poste. Ce sont des plateformes non algorithmiques qui ne sont pas soumises à la dictature du robot. Et ça j'apprécie. Parce qu'aujourd'hui, je ne m'amuse plus à tapiner pour l'algorithme. Tu sais, je l'ai fait pendant quelques années, c'est bon, j'ai rigolé, j'ai testé des trucs. Moi aussi, j'ai dû faire des miniatures où j'avais des têtes choquées. C'est bon, j'en ai fait le tour. Aujourd'hui, ça me fait plus marrer. Et le truc, c'est que si je m'oblige à quand même jouer avec ces règles-là, ben en fait, je vais pas faire de vidéo parce que ça va me gonfler. J'arrive pas à me forcer à travailler si je n'aime pas ce que je fais. J'ai besoin quand même de prendre du plaisir dans mon activité, sinon ça sert à rien. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai atteint un certain niveau de succès dans ma vie qui fait que j'ai plus besoin de travailler. Aujourd'hui, je pourrais partir à la retraite, mais j'ai pas envie parce que je me ferais royalement chier. Mais j'ai envie de trouver une manière de continuer de créer du contenu qui me plaise. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est simple. C'est, disons, le cheminement de ma réflexion de ces derniers mois, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, depuis que j'ai arrêté de faire des shorts, ça m'a fait beaucoup réfléchir à toutes ces choses-là, et j'ai été moins présent, je le sais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de me faire chier, tout simplement. Voilà. Je vais faire du contenu profond, je vais faire du contenu pour des gens que je considère intelligents, qui n'ont pas besoin forcément que je vous fasse des cuts avec des zooms, avec des effets, des petits sous-titres jaune fluo. Je pars du principe que ça ne vous intéresse pas. Si vous voulez ça, il y a d'autres créateurs qui vous correspondront mieux que moi. Moi, j'ai plus envie de faire ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais vous faire du contenu dans lequel tout mon effort sera mis sur le fond. Et par contre, il n'y aura aucun effort sur la forme. Donc ce sera beaucoup moins dynamique, ce sera beaucoup plus lent. Mais si vous faites cet effort de surmonter cette petite barrière cognitive qu'il y a à écouter un mec qui parle normalement, parce qu'aujourd'hui on n'est plus capable de ça, c'est maintenant il faut que ça bouge toutes les 2 secondes pour capter l'attention, parce que le mec sinon il va se barrer. Oh là 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 là, et ça vous dit, on revient à un mode de communication humain, où juste on parle comme d'un homo sapiens à un homo sapiens, et pas comme un espèce de robot hyperactif qui parle à toute vitesse. Enfin moi vraiment ça m'angoisse quand je vois des mecs qui parlent comme ça, je suis là, mais frérot, tranquille, prends une tisane, souffle un coup, ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, le contenu que je consomme aujourd'hui, c'est beaucoup plus du contenu comme ça d'ailleurs. C'est du contenu plus profond, plus lent. J'aime bien me faire des balades et tu sais, je mets mon casque et après, je vais écouter en audio les vidéos YouTube longues de 30 ou 40 ou 50 minutes que j'ai téléchargées, ou alors des podcasts. J'aime bien faire des balades avec du contenu long. Et je me dis, autant créer le genre de contenu que j'aime bien moi-même consommer. Je trouve que c'est assez logique. Donc à partir d'aujourd'hui, je donne officiellement avec cette vidéo ma lettre de démission auprès de l'algorithme YouTube. Et de tous les algorithmes d'ailleurs, pas que YouTube. Je suis d'ailleurs très reconnaissant envers l'algorithme YouTube. Il faut quand même dire les choses. Sans l'algorithme YouTube, je n'aurais pas pu construire mon audience. Je n'aurais pas pu vivre de mon activité. Donc merci Internet, merci YouTube. Maintenant, aujourd'hui, je commence à être un vieux d'Internet, et ça va très vite Internet. Au bout de 8 ans sur Internet, je commence à être un petit vieux, et ça y est, j'ai donné.
Donc aujourd'hui, voilà, je ne vais pas chercher à toucher plus de gens. Ceux qui sont là, bah écoutez, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Je vais faire de mon mieux pour vous parler donc toujours de sujets pour lesquels moi-même je suis vraiment curieux. Et ça va être, disons, ma règle d'or. Depuis toujours, c'est ça. Même si des fois j'en ai un peu dévié, mais je suis toujours revenu à ça, c'est que je parle que de ce qui m'intéresse sur le moment. Je vais plus me forcer, en fait je me colle plus d'étiquette aujourd'hui. Je suis pas un créateur développement personnel, je suis pas un créateur business en ligne, je suis pas un créateur création de contenu. Il y a des sujets que j'explore, j'aime en parler. Je vous enseigne ce que j'apprends et ce que je teste dans mon propre parcours. Maintenant, voilà, je ne me mets pas d'étiquette. Ma thématique, c'est moi-même. C'est un truc que je dis là en ce moment, c'est la niche, c'est toi. La meilleure niche au monde, c'est toi-même. C'est d'explorer ta curiosité et de partager ton parcours de manière authentique. C'est ça qui marche aujourd'hui et c'est ce que je vais faire. Également, un de mes objectifs pour l'année 2024, c'était de réinstaller l'habitude de la lecture dans ma vie parce que je lisais pas assez à mon goût. Et cette année, j'ai vraiment recréé cette habitude. Je lis tous les jours et je prends un grand plaisir à lire, à découvrir des bouquins. Parfois, je me laisse un peu guider dans des livres qui sont vraiment très loin de ce que je lisais à l'époque. À l'époque, je lisais vraiment, j'étais un peu borné. Je lisais des livres business ou des livres de développement personnel. Aujourd'hui, je suis plutôt l'inverse. Je lis toujours des livres sur les sciences, sur la nature humaine, la psychologie, qui est un sujet qui me passionne. Là, je suis en train de lire l'énorme livre Les lois de la nature humaine de Robert Greene, par exemple. Mais aussi, je vais me perdre un peu dans des bouquins qui n'ont rien à voir. Là, je suis en train de lire de la fiction. Je lis la trilogie Le problème à trois corps. C'est un truc sur les civilisations extraterrestres. C'est fascinant. Avant, je lisais pas de fiction. Là, maintenant, je lis de la fiction. C'est cool. Et ce que je pense faire aussi, c'est vous proposer des résumés de livres, un peu à ma sauce évidemment. Je ne vais pas juste résumer froidement le sommaire du livre, mais je vais, à travers mon prisme, interpréter ce que j'ai compris de cette lecture. Ce serait, je pense, une bonne manière de créer du contenu intelligent, qui vous apporte vraiment de la valeur. Et moi, ça me permet aussi de concilier mon habitude de lecture avec la création de contenu. Je ne vais pas faire que ça, mais je pense que c'est un format que j'ai envie d'explorer dans les prochains mois. Sinon, je pense que je vais faire aussi des audios des fois. Là, je te fais en vidéo parce que voilà, c'est cool, mais il y aura peut-être des moments où j'aurais pas envie de montrer ma tronche, où je serai en slip sur mon lit. J'aurais pas forcément envie de me filmer et juste envie d'enregistrer un truc, donc je ferai des audios, voilà, des podcasts. Je me mets pas de barrière sur le format. Tu sais, j'ai fait du texte aussi, je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait un défi récemment, il y a un mois là à peu près, 30 posts en 30 jours. Donc j'ai fait 30 posts texte en 30 jours pour tester aussi vraiment le format texte. J'ai posté partout, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Telegram, sur Facebook, un peu sur Instagram et aussi sur YouTube. Tu peux aller voir dans l'onglet communauté si tu veux, il y a tous mes posts. Maintenant, je suis un créateur multiplateforme, multiformat et multi-thématique. Voilà, je suis une espèce de créature hybride, sans aucune étiquette, et je trouve ça très cool comme ça. Sinon, j'ai lancé le projet Synthétiseur récemment, ça c'est sur la création de contenu, où je t'explique en fait comment faire un peu comme moi, c'est-à-dire comment devenir créateur de contenu et en vivre, donc monter un vrai business, une vraie activité autour de la création de contenu éducatif, pas divertissement, mais création de contenu éducatif, et le faire sans devenir un expert, c'est-à-dire en tant que polymathe, comme moi, où tu vas pouvoir explorer plein de sujets, tu vas pouvoir te laisser guider par ta curiosité, et ça, je trouve ça génial. Enfin, si tu es quelqu'un un peu comme moi, touche à tout, polymathe, qui s'intéresse à plein de choses, j'ai créé un mini-cours, justement, suis-le vraiment, je pense que ça va te faire un déclic. Je te mets le lien dans la description. C'est un petit cours par email que j'envoie sur 4 jours. Tu le lis, voilà, ça se lit tout seul. Hein, franchement, j'ai rendu ça assez agréable à lire. J'ai eu des super retours dessus. Donc voilà, check le lien en description. C'était un grand plaisir de te faire cette vidéo, bien qu'elle fût un petit peu chaotique. Allez, des bisous et à la prochaine.